Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, on est réunis là ce matin pour vous présenter donc un ouvrage que nous avons dirigé, là, Une invitée discrète. Ouvrage donc qui ne cherche pas à faire l'ensemble du tour des questions liées à l'intercommunalité, ça serait vaste, mais ouvrage qui s'intéresse en fait à l'intercommunalité dans les campagnes ou la campagne municipale de 2014. Quelques questions au préalable que posait cet ouvrage, dans la construction de cet ouvrage, c'était comment les candidats se saisissent de la question intercommunale en campagne, comment en ont-ils parlé, sous quelle forme, etc. Voilà quelques questions donc, qui nous préoccupaient au départ. Alors, on présente l'ouvrage ce matin tous les deux, mais il s'agit d'une enquête collective, hein, vous l'avez vu sur le livre, qui a mobilisé 16 chercheurs en sciences politiques ou en sociologie politique et qui exercent dans différents laboratoires français, Amiens, Rennes, Montpellier, Nice, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Lyon, Nantes, etc. Donc on est un petit peu répartis sur l'ensemble de la France. Alors cette recherche a été placée sous notre direction, c'est-à-dire celle de Sébastien Vignon, qui est ancien chercheur à Amiens et membre du CURAP, laboratoire CNRS, et puis voilà, donc Rémi Le Saout, sociologue, chercheur au Centre nantais de sociologie, donc comme son nom l'indique, à Nantes. Alors cette enquête ou ce travail, c'est aussi le fruit d'une collaboration, ça a été dit, avec la DCF, hein, collaboration déjà ancienne avec les chercheurs, et très fructueuse, et également avec la DGCF, ici présente, dont certains d'ailleurs collaborateurs, à la fois à DCF et à DGCF, ont écrit dans l'ouvrage, donc d'ailleurs tout à l'heure, une presse a présenté le cas de Grenoble. Alors c'est aussi une collaboration avec l'institution Berger-Lebros, hein, qui assure la publication de ce travail dans la collection au fil du débat. Alors, ça c'était pour l'introduction. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en gros dans cet ouvrage? Quel est le contenu? Alors, il y a un point que j'ai oublié de dire, mais qui est pas important, qui met ça en perspective, ce que font les... c'est que nous avions demandé une évaluation du scrutin fléché. Pas nous. Non, la DCF. Et que justement le travail des deux auteurs, justement, permet de travailler cette évaluation qui était indispensable et qui était prévue dans la loi MAPAM. Donc là-dessus, cette recherche est essentielle parce que ça correspond à une demande forte. Comment on traite ce scrutin fléché, comment on voit ce que ça a donné. Pardon, oui, alors ça reste, on savait qu'il y avait ça dans la loi MAPAM, mais alors nous, notre travail, c'est pas une évaluation, hein, c'est une analyse, disons, une observation de la pratique de l'usage de l'interco dans la campagne. Mais ça peut s'inscrire dans ce jeu-là de meilleure connaissance, hein, de l'interco dans la campagne municipale. Alors, cette recherche s'inscrit dans le prolongement de travaux universitaires, hein, qui, en gros, tous contribuent à montrer que l'intercommunalité de cette équipe est très éloignée des citoyens, que ces derniers, en fait, ne savent pas trop ce qui s'y passe, qu'ils ne s'y intéressent pas trop, etc. Bref, que l'intercommunalité reste relativement opaque, hein, alors que ça a été dit qu'elle gère des compétences stratégiques et des budgets très conséquents. Hein. Bon, dans notre langage, nous on dit en fait qu'il y a un décalage entre le lieu de l'action du politique, ce sont les intercommunalités, même s'il reste des choses dans les communes bien sûr, et décalage entre le lieu d'action du politique et les espaces de représentation politique, puisque ça reste sur la commune. Alors, ces recherches donc, ont bien montré ces décalages existants, cette un peu méconnaissance des citoyens de l'intercommunalité, etc. Et nous, ce qu'on souhaitait voir dans cette recherche, c'était si le moment des élections municipales était un moment particulier dans lequel les candidats se saisissaient, hein, de cette période pour évoquer ou non ou comment l'intercommunalité. Alors sur cette problématique, on ne part pas de rien, puisqu'il y avait déjà un premier travail qui avait été effectué sur les élections de 2008, en collaboration avec également la DCF, un travail qui avait donné lieu à un ouvrage, alors que j'avais dirigé seul cette fois-ci, qui s'appelle l'ouvrage L'intercommunalité en campagne, rhétorique et usage de la thématique intercommunale dans les élections municipales de 2008. Ça avait été publié à Rennes, aux éditions Presse universitaire de Rennes, publié en 2009. Alors déjà, ce travail avait montré certaines choses, notamment que l'intercommunalité n'était pas très présente dans les campagnes municipales. Pour quelles raisons? Quelques-unes très rapidement données.
Ça c'est en 2008. Tout d'abord que les électeurs, ne connaissant pas très bien l'intercommunalité, ne posaient pas beaucoup de questions en fait aux candidats sur ce sujet. Autre élément explicatif, que des candidats en compétition, en lutte pour la conquête d'une mairie, finalement n'avaient pas trop intérêt à dévoiler qu'une partie des lieux de pouvoir ou une partie des lieux de décision et de financement étaient en fait ailleurs que dans la commune, sachant qu'ils faisaient assez souvent campagne sur des questions de proximité. Et à l'inverse même, des candidats, c'était plus les sortants, là, avaient même tendance à euphémiser un peu l'intercommunalité et à s'approprier des réalisations qui avaient eu lieu sur leur commune, mais qui relevaient en fait de décisions communautaires ou des financements intercommunaux, ce qu'on appelle une logique d'auto-imputation. Bon. En fait, ce qui en parlait un petit peu plus en 2008 de l'intercommunalité, c'était donc ce qu'on nous qualifie de challenger, hein, mais cette position-là, dans la compétition électorale, amenait en fait souvent un discours critique. Alors, on retrouve ça en 2014, mais la question c'était de voir si avec les modifications législatives qui avaient eu lieu entre 2008 et 2014, notamment donc l'introduction du scrutin fléché, est-ce que ça allait changer le positionnement, le discours des candidats. C'est partant donc de cette idée-là que nous avons construit cet ouvrage. L'ouvrage est construit en quatre parties, parce que la conclusion comporte 2 chapitres. Il est construit donc en 4 parties, et la première est plutôt une partie de cadrage, ce qu'on n'avait pas dans l'ouvrage de 2008. Une partie de cadrage qui comporte tout d'abord une analyse en gros assez rapide, mais socio-historique en fait des modifications législatives. Quels étaient les enjeux à modifier le mode de scrutin? Alors ça a déjà été évoqué par Monsieur le Président. Globalement, dans le milieu, si vous voulez, on sait assez bien pourquoi ça a tardé, pourquoi c'est un résultat un peu en demi-teinte, le scrutin fléché, etc. Il y a des d'enjeux et de tensions qu'on ne peut pas, comme ça, d'un trait de plume, tout changer. Mais là, donc ça, même si nous, on le sait un petit peu, ça a été présenté de manière didactique très claire, et en analysant justement précisément les forces en présence qui fait qu'on se retrouve dans cette situation-là. Premier élément de cadrage, le chapitre 2 et 3 de cette première partie, que l'on intègre aussi dans des éléments de cadrage, mais c'est un peu plus que ça, il y a de l'analyse, essaie de montrer comment, quelle communication a été faite autour de ces questions du scrutin fléché dans la campagne. En fait, on se rend compte qu'au niveau national, au niveau notamment gouvernemental, malgré les demandes notamment de la DCF, il n'y a pas eu un relais très fort de communication autour de cette question-là, quelques petits spots radio, je ne sais même pas si on avait un télé, je ne me souviens pas, mais bon. Et en fait, ce sont, donc c'est notre collègue David Béranger qui a fait ce travail, en fait, ce sont les EPCI eux-mêmes, ou voire les communes, qui ont pris en charge la communication. Sur le registre de la communication, un autre collègue a étudié aussi les blogs des candidats, ce qu'on n'avait pas fait en 2008, un support donc, de relais ou d'information ou de communication avec les citoyens. Que disait-il dans ces blogs, alors c'est dans un espace limité, c'est autour de Montpellier, dans un espace limité parce que voilà, c'est très compliqué de compiler toutes ces informations-là, mais ça donne quand même une tendance. Globalement, ils disent plein de choses sur leur blog, mais globalement, sur la question du scrutin fléché, on retrouve ce qu'a présenté le collègue un peu plus général sur la communication, c'est-à-dire principalement une communication didactique. C'est-à-dire ce qui a été fait, c'est principalement une explication formelle des nouveaux principes, comment ça marche, pourquoi il y a une double liste, etc. Mais ça n'a pas été un objet politisé, quoi, donc sur la communication, on qualifie nous une communication plutôt institutionnelle, et on verra que c'est principalement comme ça que c'est invité donc l'intercommunalité dans la campagne. Alors ça c'est donc sur la première partie. La seconde partie de l'ouvrage et la troisième, que va plus se présenter Sébastien, en fait s'organise autour de deux grands éléments. La partie 2 de l'ouvrage, Sébastien va se développer, porte sur ce qu'on a qualifié de territoire chaud. Et le chaud, on l'avait justement défini un petit peu en collaboration avec la DCL, c'est-à-dire par connaissance des terrains, des territoires, où est-ce qu'il y a des enjeux un peu saillants sur l'intercommunalité, mais même bien avant l'élection à la campagne municipale. Donc on a sélectionné 4 pour voir si là il y avait
va se passer quelque chose. Et le troisième chapitre, là, est assez original au niveau de la recherche, c'est rarement fait en fait. C'est un retour sur les terrains de 2008. Parce que 2008, on avait plusieurs villes, enfin, au territoire qu'on avait étudié, Rennes, Grenoble, Nice. Et puis, non, Aix, on ne revient pas dessus. Oui, et puis Aix, pardon. Ouais, donc Rennes, Grenoble, Nice et Aix. Et donc on avait fait une analyse en 2008 là-dessus. Et à part un auteur, c'est le cas de Rennes, c'est un nouvel auteur qui a travaillé dessus, mais ce sont les auteurs de 2008 aussi. Donc pour voir les évolutions sur cette période-là, etc. Et qu'est-ce que ça donne. Et le dernier chapitre, qui est peut-être un chapitre, c'est la conclusion, mais elle est particulière celle-là aussi, parce qu'elle est composée de deux chapitres. Un chapitre que nous avons réalisé tous les deux sur ce qu'on qualifie du troisième tour, Sébastien parlera, puis un dernier chapitre écrit par Nicolas Portier, qui s'inscrit plus dans à la fois une synthèse de bouquin, mais aussi dans une prospective, mais équilibrée, c'est-à-dire selon les possibilités, les évolutions possibles, quels sont les avantages, en gros, les inconvénients, un panorama des possibles. On a retenu différents types de territoires, hein, des petites communes qu'a étudié par Aurélia Troupel, dans l'Hérault, où l'abaissement du seuil pour le scrutin de liste commençait un petit peu à questionner les élus en amont de la campagne. La question de regroupement de communautés, c'est ce que fait par exemple Lucie Bargel autour de petites communes rurales des Alpes du Sud, mais encore un projet d'équipement, un grand projet à Amiens, à travers le cas du tramway, qui avait alimenté pendant pas mal de controverses quelques mois avant les élections municipales, mais aussi le cas de la métropole à Lyon, qui étudie donc Marie-Clotilde Millerand et Sébastien Gardot. Donc, comme Rémi a dit, on pensait que ces enjeux auraient une incidence sur les thématiques de campagne et que pour ces raisons, donc, l'intercommunalité, les problématiques communautaires seraient plus présentes. En fait, une fois les enquêtes réalisées, on observe plutôt que c'est l'inverse qui s'est passé, un peu comme si le chaud, plutôt que de devenir bouillant pendant la campagne, finalement s'était refroidi, puisque les enjeux de campagne, les campagnes électorales municipales ont en effet été beaucoup plus centrées, voire exclusivement centrées, sur des préoccupations municipales. Rémi l'a souligné aussi, la troisième partie de l'ouvrage, donc à cette originalité, c'est qu'elle revient en quelque sorte, une sorte de retour, 6 ans après, donc sur le déroulement des élections municipales, donc Rennes, Aix, Nice et Grenoble. Alors même si, évidemment, dans ces territoires que je viens de citer, les configurations des campagnes sont différentes, on peut malgré tout en dégager trois grands enseignements. Le premier, c'est que l'intercommunalité n'a pas été un réel enjeu de campagne entre les différents protagonistes, puisque, Rémi l'a dit aussi, elle a été surtout présentée dans une forme, ou sous une forme institutionnelle, qu'on pourrait appeler une forme de pédagogie de l'intercommunalité, en tout cas du mode de scrutin intercommunal, des réformes, comme par exemple, au sein de certains territoires que j'ai cités, le passage en métropole. Bon. Deuxième enseignement à en tirer, c'est que l'usage de la thématique communautaire au sein de ces territoires dépend finalement beaucoup de la perception qu'ont les candidats du résultat du scrutin, de l'élection. Puisque là où la réélection du sortant est quasiment assurée, avec un leadership puissant, on peut citer par exemple Nice avec Christian Estrosi, mais aussi Lyon avec Gérard Collomb, il y a finalement une évocation de la métropole, mais pour en quelque sorte mieux maintenir une confusion entre les actions qui relèvent de la ville et celles qui relèvent de la structure intercommunale. Pour le dire encore autrement, l'intercommunalité y est présentée comme le prolongement naturel de la ville, et notamment aussi de la ville-centre. Par contre, dans des villes, et c'est le cas de Grenoble, que vous expliqué tout à l'heure notre collègue, lorsqu'il y a un renouvellement des candidats des principales listes, les débats sur l'intercommunalité ont été beaucoup plus présents. Troisième enseignement à dégager, c'est que la question intercommunale finalement devient de plus en plus centrale, de plus en plus saillante à mesure que l'on s'éloigne de la ville-centre. C'est ce qu'observe par exemple notre collègue Sébastien Séga à Rennes. Il montre bien que finalement l'analyse des discours de campagne montre qu'un positionnement périphérique, qu'il soit géographique, les couronnes périurbaines, par exemple par rapport à la ville-centre, périphérique aussi d'un point de vue politique, être dans l'opposition plutôt
dans la majorité, ou encore périphérique au sens d'antériorité dans l'espace politique. Hein, tout à l'heure, Rémi parlait des challengers, etc. Donc tous ces paramètres sont finalement propices pour produire des discours plus critiques vis-à-vis de l'intercommunalité. Enfin, l'ouvrage se termine par une partie conclusive qui est composée, Rémi l'a dit, de 2 chapitres, c'est un peu l'originalité aussi de l'ouvrage, qui portent sur ce qu'on pourrait appeler l'après-élection. L'après immédiat, dans un premier temps, c'est ce qu'on pourrait appeler plus communément le 3e tour, que nous avons donc étudié avec Rémi, et l'après un peu plus lointain, une vision un peu plus prospective, qu'a rédigé, donc c'est le chapitre qu'a rédigé Nicolas Portier. Alors le premier texte, je l'ai dit, porte sur le 3e tour. Alors on a, nous, plus particulièrement insisté sur l'élection des présidents et des vice-présidents, pour montrer finalement que l'introduction du scrutin fléché n'a pas changé grand-chose, si on peut dire, dans le profil sociologique des élus. En gros, pour le dire un peu rapidement, les élus, ce qu'on appelle les élus les mieux dotés, c'est les hommes avec de l'expérience politique, cumulant des mandats, maires des communes les plus importantes, etc., occupent toujours les fonctions les plus stratégiques. Si les femmes font leur entrée en plus grand nombre dans les instances intercommunales, c'est rarement aux postes les plus élevés, on va dire, de la hiérarchie élective. 7% de présidente d'intercommunalité. Par contre, le texte montre que le degré de concurrence, en quelque sorte, pour les postes, notamment pour les vice-présidences, a augmenté, s'est renforcé sous l'effet notamment de la réduction du nombre de vice-présidents. Et tout à l'heure, le président le soulignait, la politisation, en quelque sorte. Alors là, on va pas trop c'est pas un gros mot quand même. Non, on va pas trop s'avancer. Pas pour eux non plus. Voilà, mais on a étudié 10 communautés d'agglomération. On va dire qu'on voit une politisation apparaître un peu en balbutiement, des frémissements de politisation. Mais en tout cas, l'apparition de groupes politiques est un fait avéré, objectif, puisque dans les 10 communautés d'agglomération qu'on a étudiées, le nombre de groupes politiques a été quasiment multiplié par 2. On passe de 10 avant les élections à 19 actuellement. Le dernier texte de la conclusion, que je lis, est rédigé par Nicolas Portier, se propose, lui, d'examiner, on va dire, différentes pistes pour améliorer ce qu'on pourrait appeler la démocratie communautaire, en cherchant à dégager les avantages, les inconvénients des différentes options évoquées pour les futures élections intercommunales. Est-ce qu'il faut un scrutin de liste à l'échelle de l'intercommunalité et un quota d'élus fléchés, ou faut-il une élection complète, suffrage universel, etc., etc. Donc au-delà de cette rapide présentation, qui ne peut être évidemment que réductrice par rapport au contenu beaucoup plus précis, détaillé des contributions qui sont réunies dans cet ouvrage, ce qui ressort d'un point de vue plus général, c'est que la thématique de l'intercommunalité a été plus présente en 2014 que lors des élections de 2008, mais pour autant, elle n'a pas occupé une place centrale dans les campagnes électorales, loin de là. Rémi l'a dit, elle a été principalement présentée sous une forme institutionnelle, c'est-à-dire sous la forme de mesures ou de normes imposées par l'État, et c'est donc par l'actualité des réformes que l'intercommunalité s'est invitée discrètement dans les campagnes municipales de 2014, d'où le titre du livre, Une invitée discrète. Alors finalement, ce qui favorise cette municipalisation, entre guillemets, des campagnes électorales, c'est l'encastrement des institutions municipales et intercommunales. Puisqu'en effet, tant que les arènes communales et intercommunales seront emboîtées, encastrées, les candidats vont privilégier les discours électoraux à dominante municipaliste. Autrement dit, tant que l'accès et la hiérarchie des places au sein des instances communautaires seront dépendants du résultat du scrutin municipal, les candidats seront contraints de fabriquer, de produire une offre politique conforme aux attendus du rôle de maire, des attendus qui sont fondés sur la croyance dans les capacités du maire à défendre les intérêts des habitants et de la commune, ce qui, logiquement, ne participe pas vraiment à rendre visible et à permettre aux citoyens de s'approprier l'intercommunalité. Voilà, merci beaucoup.